Cette livraison d'armes nucléaires tactiques en Grande-Bretagne aiguise-t-elle les appétits allemands en la matière? Regardez ce que disait début juillet le chef de la droite allemande au Bundestag. Vous allez le découvrir sur votre écran. Si vous ne parvenez pas à fournir une dissuasion nucléaire, vous devenez un pion dans la politique mondiale. Encore une fois, c'est le chef de la droite en Allemagne qui dit ça. Et eh bien, ce débat en Allemagne, il est en train d'arriver. Est-ce à dire que l'Allemagne souhaite aussi devenir une puissance nucléaire? Est-ce que c'est envisageable et quelles conséquences cela pourrait-il avoir? Alors, ça a été dit également par, je crois que c'était le chef d'état-major allemand, je ne sais pas si c'était le chancelier lui-même, qui disait que l'Allemagne devait accéder au nucléaire et devait devenir le leader. Alors, je ne sais pas si on a très bien traduit. Je ne crois pas que ce soit le chef d'état-major qui a dit ça. Non. C'est peut-être le chancelier, je me souviens plus. Pistorius, ou le ministre de la Défense, peut-être. Le ministère de la Défense. En tout cas, c'était une déclaration très forte et qui est sûrement pas très appréciée ni à Paris ni à Londres. Oui. La proposition qui a été faite de ces deux capitales, c'était d'étendre le parapluie nucléaire implicitement à l'Allemagne avec d'autres pays. Et voyez ce que dit, pardon, je vous interromps parce que c'est la deuxième partie de sa phrase qu'on attendait. Lui, je ne l'avais pas noté, donc j'attendais que ça apparaisse sur l'écran. Nous devrions débattre d'un parapluie nucléaire européen indépendant et cela ne fonctionnera qu'avec un leadership allemand. Et donc, Jens Spahn, moi je le connais, c'est l'ancien ministre de la Santé, c'est quelqu'un qui a eu des casseroles aux fesses au moment du Covid et qui essaye de se refaire un petit peu une virginité. Vous savez, ça arrive à des gens qui sont élus présidents des États-Unis. Très bien, mais je veux dire, il essaye de se refaire un peu une virginité politique et je ne lui connaissais pas des compétences en matière de géopolitique. Non, mais ce qui est intéressant, quoi qu'il en soit, c'est que ce débat, il existe en Allemagne. Et aujourd'hui, il est simple député, il essaye d'exister. C'est une révolution. En fait, nous devons quand même nous rendre compte que cette Allemagne à qui on a refusé par 2 reprises d'avoir son armée, on lui a interdit tout un tas de choses, on l'a tenu en laisse pendant des décennies et des décennies, c'est cette Allemagne-là qui dit d'abord qu'elle va devenir l'armée la plus forte en Europe, et maintenant elle nous dit qu'elle veut avoir l'arme nucléaire et être dans le leadership de l'arme nucléaire. Ça veut dire que c'est une vraie révolution en Allemagne. Et vous n'avez pas entendu les millions d'écologistes allemands sortir dans les rues en disant non, on ne veut pas d'armes nucléaires. C'est un peu comme en Russie, c'est pas Merz qui l'a dit. Spahn, c'est un type de deuxième niveau, c'est un député de deuxième catégorie en Allemagne et qui n'a pas de compétences géopolitiques particulières, donc il essaye vraisemblablement de se faire avoir. Et donc, voilà, donc pour le moment on n'est pas là. Je rappelle que la première offensive des Allemands sur ce sujet, c'était entre 2017 et 2019, parce qu'il y a eu une offensive dans les médias, moi quand j'étais à Berlin, sur ces thèmes-là déjà, sur la bombe nucléaire et le fait qu'il fallait qu'on partage notre siège à l'OTAN. Voilà. Ça a duré 6 mois dans les médias. J'ai l'impression que Sergueï Girnov, qui est un ancien espion du KGB, a les plans de cette émission et son conducteur parce qu'il annonce les sonores qu'on devait utiliser avant que je puisse les lancer. Alors on va écouter les Allemands et puis on reparlera de tout ça après. Merci Sergueï. À l'avenir, le gouvernement fédéral allemand fournira toutes les ressources financières nécessaires à la Bundeswehr pour définir l'armée conventionnelle la plus puissante d'Europe. Cela est approprié pour le pays le plus peuplé et le plus puissant économiquement d'Europe. Nos amis et partenaires l'attendent également de nous. En fait, ils l'exigent pratiquement. Voilà, à défaut de devenir une puissance nucléaire, l'Allemagne veut donc devenir la première puissance militaire d'Europe. Elle va dépenser beaucoup d'argent. On a les chiffres ce soir, on va vous les donner avec donc cet objectif. C'est un changement de cap absolument immense pour l'Allemagne évidemment, mais aussi pour l'Europe. Oui, complètement. C'est dans la continuité en réalité des déclarations déjà du chancelier Olaf Scholz en 2022, au moment de la guerre d'Ukraine, avec son fameux discours du Zeitwende, ce changement d'époque. Merz a réellement envie de le mettre en pratique. Il annonce près de 500 milliards d'investissements dans le budget militaire allemand en 12 ans. C'est colossal. Et ce que nous savons également avec l'Allemagne, c'est qu'elle a la capacité industrielle de suivre cet effort budgétaire et que l'industrie automobile allemande est prête également à se réinventer pour se mettre au service de ce réarmement allemand. Après, je vois le général Richoud, effectivement, oui, parce que dès qu'on parle de l'armée allemande que je connais bien, ça m'interpelle. Je suis d'accord sur les capacités industrielles, mais qu'en feront-ils sur le plan politique ?
l'Allemagne, ça reste un nain géopolitique qui ne... pour le moment, mais d'abord, ils ont des très très gros problèmes de ressources humaines. Il leur manque l'équivalent d'une division, il leur manque 25 000 hommes. 25 000 hommes. Et même s'ils veulent faire un outil épais, ensuite, il faudra la volonté de s'en servir. Parce que l'Allemagne, elle revient de loin, c'est pas forcément que de sa faute. Nous, on l'a voulu comme ça, cette Allemagne un petit peu castrée. Mais l'Allemagne, aujourd'hui, est-elle capable de perdre des hommes, de donner le prix du sang? C'est pas tout d'avoir une armée de 300 000 hommes avec 2000 chars. Si on n'en fait rien, si on n'a pas la volonté de peser, si on montre pas qu'on est capable de faire, eh bien voilà. Et en Allemagne, il y a quand même encore, j'en suis désolé, une grosse tendance un petit peu pacifiste. Et il n'y a absolument pas unanimité. Je rappelle que c'est une coalition entre il y a le SPD qui reste quand même très à gauche. C'est vrai, mais Scholz n'est pas sorti de l'équation. Regardez le positionnement des écologistes en Allemagne sur la guerre en Ukraine. Ça a de quoi surprendre. Oui, non, mais alors, les écologistes ne sont pas les nôtres. Hein. Les écologistes, ils sont sur le plan militaire, j'allais dire, plus à droite que le SPD. Hein. Voilà, oui, absolument. Mais regardez le budget. C'est vraiment un parti de gouvernement, les écolos. Le budget militaire de l'Allemagne, 86 milliards de dollars, ça c'est maintenant, 162 d'ici 2029, c'est dans 4 ans. Voilà, parce que pour le moment, ils avaient déjà eu 100 milliards. J'ai pas le sentiment que l'armée allemande a passé la post-combustion sur le plan de la réorganisation de son dispositif militaire. Et c'est toujours pareil. Pour en faire quoi? Si c'est pour nous expliquer que je peux pas y aller parce que j'ai pas la majorité au Bundestag, que le peuple ne l'accepterait pas, je veux dire, l'appareil militaire, il va de pair avec la volonté. Alors, il faut montrer qu'on est capable de... C'est pareil pour la bombe nucléaire. Parce que Reuters donne des chiffres et donne des détails sur ce que les Allemands veulent faire avec tout cet argent. L'Allemagne qui prépare donc une vague de commandes comprenant des avions de chasse Eurofighter, des véhicules blindés, des boxers, 3500 véhicules de combat d'infanterie Patria, c'est ce que dit Reuters. Quel que soit l'argent qu'on met dans un tel mouvement, combien de temps il faut pour monter une armée? Parce que il faut fabriquer il faut former des hommes, enfin je veux dire, et puis, les recruter, des états-majors, et puis avoir des officiers, etc. Si vous voulez, je sais pas moi, doubler le modèle capacitaire de l'armée allemande, il faut 20 ans. Voilà. Oui, tout à fait. Mais il y a autre chose aussi, c'est que l'appétit vient en mangeant. Ça veut dire que l'Allemagne maintenant dit clairement que c'est sa volonté, même si pour le moment on peut dire que c'est pas forcément le chancelier. Si, le chancelier a dit lui aussi. Donc en fait, l'Allemagne est en train de muer. Bien évidemment, après je suis d'accord avec le général Richoux. Changer complètement la donne dans le Bundeswehr, ça prendra 20 ans. Mais s'ils commenceront, dans 20 ans, ils seront là. Mais il y aura un problème de ressources humaines parce que il faut bien comprendre que l'armée allemande n'a pas le même prestige, par exemple, qu'au Royaume-Uni ou même en France. Pour le moment. Ils ont, depuis toujours, et puis ils ont du mal. Ils n'arrivent pas à recruter. Ils sont à 180 000 hommes, ils sont incapables d'aller aux 205 000 qu'ils ont prévus. Alors s'ils veulent un modèle capacitaire à 300 000, eh ben, il va falloir qu'ils remettent la conscription. Arthur Kenigsberg. Oui, dans la continuité de ce que dit le général Richoux, effectivement, il y a un exemple qui montre effectivement ce déficit de l'Allemagne en termes de ressources humaines. Lorsqu'ils annoncent la projection d'une brigade en Lituanie, donc à peu près 5000 hommes, en fait, on se rend compte que l'armée allemande est obligée de déployer des moyens financiers phénoménaux pour encourager les soldats à y aller, c'est-à-dire effectivement payer aussi les familles. Et il y a un chiffre intéressant, c'est qu'un soldat recruté sur 4 démissionne dans les 6 premiers mois. Ouais. Ça, c'est une donnée aussi intéressante. Mais ce qu'on peut observer, c'est que la société allemande est en train de muer, de bouger, que la guerre d'Ukraine a créé un certain électrochoc dans la société allemande. Et c'est essentiel aussi pour l'Europe, parce qu'on parlait de la dissuasion nucléaire. Et en France, on n'aime pas tellement ce mot, mais la dissuasion conventionnelle, ça existe aussi. Et la dissuasion conventionnelle face à la Fédération de Russie va nécessiter de masser des milliers d'hommes sur le flanc oriental de l'Europe. Et on connaît le déficit, par exemple, de l'armée française dans ce domaine. Donc l'Europe, si elle veut véritablement renforcer son flanc oriental et pouvoir remplacer une partie des troupes américaines qui devraient partir avec cette annonce à l'automne, va avoir besoin de l'Allemagne. Mais je vous rejoins complètement, Général, ça va prendre des années.
Parce que là, l'objectif, mais c'est de devenir la première armée d'Europe. C'est ce qui est dit par les Allemands. Donc on va voir combien de temps ça prend. Avec les Polonais. Avec les Polonais, ils vont avoir de la concurrence. Les Polonais ont pris de l'avance. Mais enfin bon, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils disent. Après, on ne sait pas comment ils vont faire, combien ils vont dépenser, etc. Sergueï, pardon. Vous savez, quand les Allemands disent on va devenir la première puissance militaire, excusez-moi, mais j'ai quand même tendance à les croire, parce que les Allemands, c'est quand même les gens sérieux. C'est quand même la première puissance économique européenne, c'est quand même les gens qui savent travailler, et quand ils s'engagent, la parole en Allemagne, elle vaut un peu plus que dans certains pays. Il y a pire que ça dans le monde, dans la géostratégie. Tout ce que nous vivons actuellement en Allemagne, avec l'Allemagne, en Europe occidentale, attendez-vous voir le Japon et la Corée du Sud qui vont nous poser exactement les mêmes problèmes d'ici quelques années. Oui, sans doute. Mais il faut rappeler quand même une petite équation quand même. C'est qu'en Allemagne, il y a des élections et qu'aujourd'hui, c'est M. Merz, c'est la CDU, c'est très bien. Et encore, il a pas les mains. Et si demain, le SPD revient, si les écolos ou bien, etc., la gauche reprend du poil de la bête, et bien, c'est pas du tout certain que cet effort, d'ailleurs, c'est comme dans tous les pays, soit suivi. Donc je crois que, en tout cas, ça va dans le bon sens. Ça veut dire qu'on prend conscience de la nécessité de se réarmer en Europe. En tout état de cause, il faut prendre quand même avec un peu de recul les annonces telles qu'elles sont annoncées. Moi, je rappelle que les Allemands, ils ont 500 boxeurs. Alors, on en discute, on essaie de comprendre les tenants et les aboutissants. 500 boxeurs, ils en ont 5000. Ouais. C'est 10 fois plus. Qu'ils en font quoi? Faut qu'on m'explique. Voilà. Bon, deux choses. D'abord, évidemment, c'est important parce que ça nous concerne directement ce qui se passe. Les Allemands disent qu'ils ont besoin de se réarmer pour deux raisons principales, le départ des Américains et la menace russe. Bon, voilà, on y revient toujours. Quelles conséquences, quelles opportunités, j'allais dire, peut-être pour la France et pour l'équilibre militaire européen? Madame l'ambassadeur, qu'est-ce qu'on peut dire de cette décision, de ce changement de cap allemand? C'est un changement, enfin c'est une vraie révolution copernicienne. Moi j'ai connu l'armée allemande dans les opérations de l'ONU et les opérations de l'Union européenne où ils n'avaient pas le droit d'aller au contact. Et ils avaient des règles d'engagement qui les freinaient complètement. Donc les seules véritables armées en Europe, c'était le Royaume-Uni et la France. Les Danois un peu, mais ils avaient quitté à un moment, enfin ils avaient une exemption pour leur participation à l'Union européenne. Et donc si les Allemands veulent atteindre cela, il faut qu'ils changent totalement la doctrine de l'armée allemande, ce qui n'est pas facile. En plus de ça, la question des élections a été évoquée, mais les Länder de l'Est ne sont plutôt pro-russes, pas très favorables à ça. Et ça ne sera pas aussi facile que ça. Oui. Et alors, en plus, l'échéance qui est fixée 2029, c'est dans 4 ans. C'est impossible. Comment peut-on doubler son armée en 4 ans? Alors, c'est le budget, c'est pas l'armée qui... Le timing n'est pas... Enfin, que ça soit 4 ans ou 5 ans, parce qu'on se rappelle quand même que c'est aussi... Je crois que c'est l'état-major allemand qui nous avait prévenu que dans 5 ans, il fallait que les Russes allaient... 2027. Alors que le timing d'une reconstruction d'une armée, sans parler des projet industriel militaire, c'est plus sur 20 ans. D'ici là, les Russes auraient déjà posé problème. Donc il y a quand même une sorte de dissonance entre les objectifs qui sont importantes, je pense, pour les Allemands au niveau conventionnel, et la menace russe qui est véritable sur les 5 ans à venir probables, en rappelant quand même que les Allemands ont quand même sang sur le mer Baltique et c'est une menace pour eux qui est très immédiate. Après, il y a peut-être moyen de se réorganiser. Les chars russes à Moscou, à Berlin en 1945, ils y sont arrivés. Là, ils ont quand même du mal, les Russes, à avancer de quelques centaines de mètres chaque jour dans le Donbass, avec en face une armée qui est certes vaillante, résistante, mais enfin qui n'est pas probablement... Non, je dis juste que c'est immédiat comme menace pour eux. Ils ne sont pas le Portugal qui dit c'est quoi cette menace russe. Non. Là, c'est quelque chose de géographiquement proche. J'aimerais avancer un tout petit peu parce que il y a du changement en Allemagne. Il faudrait aussi qu'il y ait du changement en Europe. C'est un article du Financial Times qui nous a alerté. L'Europe, loin d'être prête pour une guerre sur son territoire, c'est donc ce que souligne ce journal qui reprend une mise en garde, celle du chef des transports de l'Union européenne, qui dit « Les routes, les voies ferrées ne sont pas adaptées avec une guerre avec la Russie, pas adaptées au transport rapide de chars, de troupes, de fournitures militaires. Voilà ce qui est dit.
Expliquez-nous, général, c'est-à-dire pas adapté. Ça veut dire que du temps de la guerre froide, il y avait des plans, on était capable de traverser l'Europe très très rapidement et d'aller déployer à l'Est. Moi, on faisait des grandes manœuvres, je l'ai fait, moi, quand j'étais lieutenant, et on était absolument capable. 30 ans après, on n'est plus capable parce qu'on a fait autre chose. On est parti dans des corps expéditionnaires et on a perdu un certain nombre de savoir-faire qui sont les savoir-faire de déploiement tactique et puis de l'avant, de la progression vers l'avant avec toute la logistique qui suit derrière, etc. On a eu le cas d'une unité, par exemple, qui a cherché à traverser l'Allemagne et puis qui avait demandé un crédit de mouvement ils étaient arrivés en SAR et puis après ils se sont fait arrêter, je crois, en Rhénanie-Palatinat parce qu'ils n'avaient pas compris que c'était un État fédéral et ils n'avaient pas demandé des autorisations à chacun des lands pour passer. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Donc, donc, ils se sont retrouvés bloqués. La manœuvre s'est bloquée parce que tout le monde avait oublié que dans un État fédéral, il faut demander l'autorisation à tout le monde. Mais alors, au-delà des autorisations, ce commissaire européen qui est d'origine grecque nous dit il y a par exemple des ponts qui ont été construits qui peuvent supporter des camions de 40 tonnes, mais pas des chars de 70. Oui, parce que ça n'existait pas, les chars de 70, quand ils ont été construits. Il n'y avait pas de chars de 70 tonnes. La MiX-30, c'était 30 tonnes. On avait des chars entre 30 et 50 tonnes. Les infrastructures étaient prévues pour ça. Les chars se sont alourdis considérablement. Et comme on ne faisait plus la guerre en Europe, ça n'a plus été un problème que l'on regardait de très près. Moi, je peux vous dire que du temps de la guerre froide, on avait le plan de tous les ponts. On savait sur quel pont on pouvait passer, sur quel pont on ne pouvait pas passer, etc., etc. Et je peux même vous dire que les ponts qui étaient construits à l'époque, ils avaient déjà les plans de minage pour pouvoir les détruire si jamais en cas de guerre. Voilà. Alors tout ça, ça s'est perdu. Effectivement, il y a un très très gros travail au niveau de l'OTAN pour retrouver cette capacité logistique, être capable d'un seul mouvement, je sais pas moi, d'une unité qui débarque à Rotterdam, d'aller jusqu'en Pologne, d'un seul mouvement, sans se faire arrêter et d'aller très rapidement. Après, ça se gère. Hein. Vous savez, la logistique, c'est la gestion. Il y a les états-majors qui travaillent là-dessus, parce que les chars qui pèsent les 60 tonnes ou 80 tonnes, on peut les mettre sur les plateformes de chemin de fer et les transporter, une partie sur les chemins de fer, avant d'arriver sur les champs de bataille. Il y a autre chose aussi. En Ukraine, la guerre en Ukraine nous a montré que les chars ne servaient à rien. Parce qu'avec un petit drone, on peut détruire le char s'il y a la moindre ouverture sur le devant, sur le dessus. Sur l'Europe qui n'est pas prête, est-ce qu'il faut aujourd'hui s'en soucier, commencer à investir? Parce que là, si on commence à toucher, pardonnez-moi, mais aux ponts, aux tunnels, aux autoroutes, et à que sais-je encore, pour faire en sorte que les chars puissent les emprunter, les avions puissent éventuellement atterrir sur les bords d'autoroute. Il y a en Ukraine, par exemple, des portions de route entre les grandes villes qui sont dégagées pour que les avions puissent se poser. Ça existe en Europe, voilà, en Suisse aussi. Ouais. Et en France, il y en avait. Mais alors en France, j'en ai jamais vu encore. Oui, et ce qui est assez troublant dans ces déclarations également, c'est qu'en fait, ce sujet n'est pas nouveau. Moi, je me rappelle en 2018 avoir eu exactement cette conversation avec des responsables militaires polonais qui disaient... Il n'y avait pas la guerre en Ukraine. Il n'y avait pas la guerre en Ukraine, mais la prise de conscience aurait déjà dû être dès 2022. Ouais. Et il n'y avait pas la guerre en Ukraine. En 2022, le 24 février 2022 aurait dû être un premier coup de semonce pour les Européens, pour se mettre en ordre de marche en cas d'agression d'un nouveau pays européen, cette fois membre de l'Union européenne et membre de l'OTAN. Mais cette question, effectivement, prendra des années à être résolue. Ah oui. Des années. Mais il y a quelque chose que nous pouvons faire plutôt rapidement, mais ça demande énormément aussi d'investissement. Mais c'est l'envoi très rapide de soldats et d'armement et de matériel sur le flanc oriental de l'Europe. Alors regardez ce qu'il dit, ce commissaire européen au transport. La réalité aujourd'hui est que si nous voulons déplacer du matériel militaire et des troupes de l'ouest de l'Europe vers l'est, je vous laisse regarder vers où se dirige le mouvement, cela prend des semaines, voire des mois. Oui, mais l'armée française, par exemple, s'y prépare. Quand elle prépare des projections, par exemple, en Roumanie, en Estonie, les armées travaillent à ça. Mais ce problème de temps et de temporalité peut être résolu par des actions à court terme. Et on gagnerait énormément de temps en cas d'agression russe si nous envoyions, dès maintenant, beaucoup plus de soldats, par exemple, en Pologne
ou dans les États baltes. On les connaît, les endroits de fragilité de l'Europe qui peuvent être visés par la Fédération de Russie. Pourquoi attendre de construire des plans sur 10, 15, 20 ans de nouvelles infrastructures pour supporter le poids des chars, par exemple, alors que nous pouvons, dès maintenant, mais ce sont des choix également budgétaires et financiers douloureux, mais nous pouvons les prendre maintenant. Est-ce que ces choix, politiquement, on ne peut pas que les prendre que quand la guerre a commencé? Parce qu'aller expliquer aux opinions publiques aujourd'hui qu'il faut dépenser des dizaines de milliards d'euros pour... La guerre est là. Hein. Oui, mais il n'y a pas que ça. Enfin, la guerre sur les territoires de chacun des membres de l'OTAN. Nous, on le sait que la guerre est là. Mais les Français aujourd'hui, ça n'est pas qu'un problème d'infrastructure, c'est un problème de savoir-faire. Si ça prend des semaines, c'est pas forcément qu'il y a un pont sur lequel on ne passe pas. Ça veut dire qu'on a totalement perdu le savoir-faire de déploiement de très gros effectifs vers l'Est. Il y a des manœuvres qui sont toujours en cours. Moi, la dernière grande manœuvre que j'ai faite dans ma carrière militaire, c'est en 1987. Et ensuite, il n'y a plus de grandes manœuvres. Et moi, en 1987, on se déployait vers l'Est, on passait à travers les champs de blé, etc., je peux vous dire. Hein. Et ça ne s'est plus fait parce que 91, on est parti ailleurs. Après, moi, ma vie, elle a été dans les Balkans, en Afrique, en Afghanistan, etc. Elle n'a plus du tout été sur le flanc Est. Ma dernière manœuvre, 1987. J'étais lieutenant. J'en ai jamais fait comme capitaine. Et après, je suis parti à l'autre bout du monde, mais j'ai plus fait ça. Les savoir-faire, ce sont des procédures. Il y a des tas de choses qui peuvent se résoudre, et ça, c'est un problème otanien. Mais il faut des accords avec les pays. Il y a vraisemblablement pas d'accord avec les pays de l'Est. À l'époque, c'était très simple. On allait en Allemagne, et puis on se mettait sur le rideau de fer. Ça allait vite. Ouais. Mais là, ce qui existait il y a 30 ans ou à 40 ans, ça n'existe pas avec tous les pays de l'Est qui n'avaient pas ces problématiques. Ils étaient en face de nous, ils étaient contre nous. Donc tout ça, c'est à rebâtir. Sergueï, puis Elisabeth. Un point positif. La guerre en Ukraine est là, donc elle a changé toute la donne en Europe. Donc déjà, toutes les questions qu'on se posait, on rigolait à cette époque-là, en fait, où on a envoyé, enfin, le commandement disait, vous divaguez, il n'y aura jamais des situations comme ça, on ne va pas gaspiller de l'argent, etc. Mais le point positif, c'est que vous avez quand même toute la logistique de l'Ukraine venue de l'Occident. Ça veut dire, ça vient quand même de Hollande, de Belgique, à travers l'Allemagne, à travers la Pologne, via l'Ukraine. Ça veut dire qu'en fait, tout ce que l'Occident fournit actuellement à l'Ukraine, et fournit depuis 3 ans et demi, ça crée justement, ça recrée les livraisons et les mécanismes de livraison. Donc il faudra juste le faire pour toute l'Europe. Oui, alors ça crée pour un certain nombre de choses, mais pas pour les hommes, je pense, surtout pour les hommes. Et ça, c'est un vrai problème. Elle est blindée. Voilà, et donc, on n'a pas ça. C'est les renforts, en fait. Et ça, c'est un problème. Et je pense que ça explique aussi, on n'oublie pas que les pays baltes, plus la Pologne et d'autres, se sont retirés de la Convention d'Ottawa. Et cette idée de mettre les mines, puis les dents de dragon, puis des tranchées sur les frontières, c'est aussi pour repousser jusqu'à ce que les Occidentaux peut arriver, que les autres pays de l'OTAN peuvent arriver, parce qu'il y a aussi cette prise de conscience qu'il y a un souci, il faut gagner du temps, parce qu'il y a un problème logistique qui s'explique aussi par des guerres, des corps expéditionnaires, et puis la guerre contre le terrorisme qui nous a envoyé un peu aussi à droite et à gauche, mais pas en Europe. Et c'est aujourd'hui, chez nous, qu'il faut reconstruire la logistique.